Bonjour les amis de la forêt. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'offensive allemande en URSS en 1942, appelée l'opération Vollblau, qui a été décidée par la directive numéro 41 du 5 avril 1942, prise par Hitler, et qui vise à contrôler les puits de pétrole soviétiques dans le Caucase. Je vous rappelle que 80% de la production de pétrole soviétique se faisait dans le Caucase, c'est-à-dire dans la région de Bakou, Grozny, Maïkop. Alors, on va un petit peu revenir sur la genèse de cette opération. Bon, faut savoir qu'en 1941, le 22 juin 1941, par l'opération Barbarossa, Hitler fait attaquer ses armées, l'URSS, et que, au début, le Führer pensait, avec ses généraux d'ailleurs, que cette campagne allait durer quelques semaines, que l'État soviétique s'effondrerait après la bataille des frontières. Alors ça, c'est un mantra qu'on retrouve chez Hitler, qu'on ne peut pas expliquer. Or, il s'avère que malgré les succès incroyables de l'armée allemande sur le front russe en 1941, l'État soviétique ne va pas s'effondrer, que les armées russes vont reculer sur Moscou, parce que bon, l'URSS, c'est un État-continent qui dispose de beaucoup d'espace, et que même devant Moscou, les armées allemandes vont être violemment repoussées par la contre-offensive de décembre 1941, et que, fin 1941, la guerre n'est pas gagnée à l'Est, et elle se pérennise, ce qui change complètement la donne d'une certaine manière. Surtout que, avec l'attaque japonaise à Pearl Harbor, les États-Unis sont rentrés dans la Seconde Guerre mondiale, et que Hitler a déclaré la guerre le 10 décembre 1941 aux États-Unis. Alors souvent on croit que c'est le contraire, que ce sont les États-Unis qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Non, c'est en fait Hitler le 10 décembre 1941 qui a déclaré la guerre aux États-Unis. Il faut savoir qu'il y avait quand même quasiment un état de guerre économique entre les deux pays, depuis le vote de la loi Prebail par le Congrès américain, le 11 mars 1941, qui faisait que l'industrie américaine alimentait les ennemis du Reich. Donc, désormais, l'Allemagne est dans une guerre mondiale, et affronter l'URSS et les USA, ça demande beaucoup de pétrole. L'armée rouge et l'État soviétique sont encore debout, ce qui n'était pas prévu, et donc la problématique pétrolière va devenir essentielle. Or, le talon d'Achille de l'Axe, et plus particulièrement du Reich, mais aussi de ses alliés, c'est le manque de pétrole. Il y a certes les pétroles roumains de Ploiesti, mais ils ont une production déclinante. Il y a certes des usines qui produisent du pétrole synthétique en Allemagne, à partir du charbon, mais cette production n'est pas suffisante pour affronter des ennemis comme les USA et l'URSS et l'Angleterre. Et donc, si Hitler décide d'essayer de contrôler les pétroles soviétiques dans le Caucase, c'est qu'il n'a pas le choix. Et il le dit lui-même, hein, le contrôle des pétroles soviétiques dans le Caucase est une nécessité pour continuer la guerre. Hitler en est persuadé. Alors si stratégiquement les objectifs sont sensés, sont même essentiels, au niveau des moyens, c'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire qu'on a l'impression quand même que cet objectif est un peu utopique. D'abord par l'immensité du territoire à contrôler. Je rappelle qu'entre Bakou, qui est sur la mer, entre Rostov, qui est sur la mer d'Azov, en Ukraine, et Bakou, il y a à peu près 1300 km, et Rostov et Bakou ne sont reliés que par une unique voie carrossable, qui passe par des tunnels, des cols, des ponts, dans une région montagneuse. Donc c'est une route qui est facilement défendable pour l'armée rouge, et surtout qui va poser des problèmes de ravitaillement. Déjà en 1941, devant Moscou, les troupes allemandes étaient arrivées épuisées évidemment, mais sous-ravitaillées, comme le dit Jean Lopez, dans son excellent livre sur Barbarossa. Mais alors ça va être pire dans le Caucase, parce qu'il y a encore moins de routes et moins de voies ferrées qu'en Biélorussie et qu'en Russie. Et deuxièmement, comme on va voir, au niveau des effectifs, on a l'impression que les effectifs sont insuffisants pour une opération aussi ambitieuse. Parce qu'il faut revenir à la campagne de 1941, qui fut un relatif échec, puisque la guerre qui devait durer quelques semaines va se pérenniser, mais surtout, les Allemands ont perdu 1 million d'hommes sur le front de l'Est en 1941. À peu près 200 000 morts, et puis après le reste des blessés et des disparus. Et donc il va falloir déjà remplacer ces soldats qui n'existent plus.
Or ça pose un problème à l'Allemagne, qui est déjà fort occupée, a occupé d'ailleurs les pays conquis, comme la France, la Belgique, la Norvège, la Grèce, enfin les Balkans, et qui, au niveau des hommes et des effectifs, est déjà à flux tendu. Et donc Hitler va solliciter en fait ses alliés, l'Italie, la Roumanie et la Hongrie, pour envoyer des hommes recapitaliser les armées perdues sur le front de l'Est. C'est ce qui va se passer, puisque l'Italie, la Roumanie et la Hongrie vont envoyer à peu près 500 000 hommes. Mais il faut savoir que ces Italiens et ces Roumains et ces Hongrois, outre qu'on peut penser que leur motivation est incertaine, il faut savoir qu'ils vont être sous-équipés. Les divisions italiennes, roumaines et hongroises avaient très peu de chars, très peu d'armes anti-chars et très peu d'avions. Et donc ce sont, si je puis dire, des divisions de seconde zone. La combativité des soldats italiens, roumains et hongrois n'est pas à la limite remise en cause, mais ce sont des armées de type Première Guerre mondiale qui ne sont pas du tout adaptées à la guerre dans la steppe ukrainienne. Et comme le dit d'ailleurs Philippe Masson, je vous conseille de lire son excellente histoire de l'armée allemande, sur les 88 divisions qui vont être mobilisées pour Fall-Blau, 26 étaient étrangères, c'est-à-dire un tiers des effectifs étaient les armées italiennes, roumaines, hongroises, qui étaient notoirement sous-équipées en chars, anti-chars et en avions. Donc ça va poser un problème quand même. Alors, au niveau de l'arme blindée allemande, elle va être renforcée, comme le dit Philippe Masson. On va changer des canons des Panzer III et des Panzer IV, on va mettre des canons plus puissants, les 50 et les 75 longs. Mais malgré tout, dans cette opération, on a environ à peu près 3000 chars, c'est-à-dire le même nombre de chars qui, en 1941, qui ont participé à Barbarossa. Donc en fait, bon, on a une opération ambitieuse, mais qui au niveau des effectifs, bon, les soviétiques ont quasiment beaucoup plus de chars en fait que les chars allemands, et ils ont en meilleur char le T-34. Parce qu'il faut savoir que les Panzer III et les Panzer IV, même améliorés en changeant leur canon, ils ne peuvent pas véritablement concurrencer le T-34, qui est le char soviétique, puisque le Panther, qui pourra le concurrencer, n'arrivera qu'un an plus tard, en juillet 1943, pour la bataille de Koursk. Donc on a quand même une Wehrmacht qui, même si elle est plus puissante en termes de blindés, est assez fragile, tout simplement parce qu'elle n'a pas un char capable de concurrencer le T-34, et que, deuxièmement, 30% de ses effectifs qui vont participer à l'opération Blau sont des armées étrangères, alliées à l'Allemagne, qui sont sous-équipées. Or, ces armées alliées, ce sont ces armées qui vont protéger la 6e armée de Paulus, qui fait partie du groupe d'armée B de von Weich, qui va devoir prendre Stalingrad. Et on verra que ça posera quand même un gros problème lors de la contre-offensive soviétique du 19 novembre 1942. Alors les débuts de la campagne sont florissants. Alors aidés par l'échec de l'offensive soviétique dirigée par Timoshenko sur Kharkov à partir de mai 42. Oui, parce qu'on oublie que juste avant en fait le lancement de l'opération Blau, en fait les soviétiques ont attaqué avec à peu près 600 000 hommes vers Kharkov, et que cette offensive va être un échec, et qu'à partir de là, évidemment, l'offensive allemande qui va commencer le 28 juin 42 va être facilitée. D'abord, début juillet, c'est la Crimée qui tombe, sous les coups de la 11e armée devant Manstein, qui va prendre Sébastopol le 2 juillet. Grande victoire allemande, et d'ailleurs Manstein va être récompensé du bâton de maréchal. Et puis, globalement, Rostov va tomber le 24 juillet, Voronezh, enfin tout va bien, quoi. Hitler est tellement sûr de sa victoire qu'il va même décider d'envoyer la 11e armée de Manstein vers Leningrad, alors qu'elle devait rejoindre en fait l'opération Blau. Pour vous dire l'optimisme hitlérien, optimisme hitlérien délirant quasiment, qui est condamné notamment par Halder, qui est le chef d'état-major de l'armée de l'OKH, et qui va se plaindre de cet optimisme délirant de Hitler dans son journal. Et donc comme tout va bien, le 23 juillet, Hitler, persuadé que le russe est fini, comme il le dit tout le temps, va par sa directive numéro 45 modifier son plan initial. Il va notamment diviser son groupe d'armée sud en deux groupes, le groupe d'armée A,
commandé par List, qui va devoir s'enfoncer dans le Caucase pour prendre les pétroles soviétiques, et le groupe d'armée B, commandé par von Weich, qui va devoir sécuriser la boucle du Don et prendre Stalingrad, qui est une sorte de verrou vers le Caucase. Hein. La ligne Rostov-Stalingrad, Rostov où passe le Don, Rostov sur le Don, et Stalingrad où passe la Volga. Cette zone, elle doit être contrôlée par les armées allemandes parce que, évidemment, elle sécurise les armées qui s'enfoncent dans le Caucase. Alors la situation, évidemment, elle est dramatique pour les soviétiques. Elle est tellement dramatique que le 28 juillet 1942, par son ordre du jour numéro 227, Staline décide que ces armées ne reculeront plus. Hein, c'est plus un pas en arrière. On a assez reculé. Alors d'ailleurs, le recul pouvait être tactique, puisque d'une certaine manière, ce recul des armées soviétiques qui veulent éviter les encerclements de 1941, aspirent, si je puis dire, les armées allemandes, qui connaissent évidemment des problèmes de ravitaillement. Et il y a le chef de la 62e armée qui est autour de Stalingrad et dans Stalingrad, qui est commandé par le général Tchoukov, qui va mettre à neuf cette directive numéro 227 de Staline, puisque Tchoukov a décidé de défendre jusqu'à la mort Stalingrad. Alors Stalingrad, c'est une cité industrielle qui s'appelait Tsaritsyn à l'époque, à l'époque du Tsar. Et je vous rappelle que pendant la guerre civile, et ça c'est une coïncidence assez marrante, durant la guerre civile qui a opposé les Rouges et les Blancs, Staline en fait était chargé de la défense de Tsaritsyn déjà à l'époque. C'est pour ça qu'il va rebaptiser cette ville Stalingrad lorsqu'il va prendre le pouvoir, parce que tout simplement, il avait été le chef de guerre dans cette ville pour les Rouges à l'époque de la guerre civile entre 1917 et 1921. Donc Stalingrad, la ville de Staline, littéralement, s'étend le long de la Volga. C'est une cité industrielle avec des usines Octobre Rouge, Barricade, Dzerzhinsky qui vont être le lieu de bataille acharné pendant la bataille de Stalingrad. Elle est séparée en deux par la Kourgan Mamayev. Kourgan, ça veut dire colline. Au nord de la colline Mamayev, c'est le quartier, la zone industrielle, et au sud, c'est les quartiers d'habitation. Et cette colline Mamayev, qui est le seul point haut de la ville, va faire l'objet de combats acharnés durant la bataille. Alors, le 23 août 1942, les premiers éléments de la 6e armée atteignent les faubourgs de Stalingrad, et le jour même, donc ce 23 août, il va y avoir un bombardement massif de la ville, à peu près 600 avions allemands, qui vont détruire à 80% la zone urbaine. Évidemment, ces bombardements vont continuer. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit des photos de Stalingrad, on voit une ville en ruine, tout simplement parce que la Luftwaffe avait fait son travail et avait détruit totalement la ville. Ce qui est d'ailleurs problématique parce qu'on va s'apercevoir par la suite que des ruines sont très propices à la défense. Hein. À partir du 13 septembre 1942, Paulus lance ses hommes à l'assaut du centre-ville, et Paulus pense qu'il faudra une dizaine de jours à ses armées pour contrôler et investir totalement la ville. Or, en fait, la bataille va durer 6 mois. Hein. Alors, comment expliquer cet échec? Tout simplement parce que si l'armée allemande est très à l'aise dans la steppe, où elle peut, par sa mobilité et son excellence tactique, manœuvrer et encercler les armées soviétiques, dans un combat urbain, la problématique est différente. Autant les chars sont à l'aise dans la steppe, autant ils sont empruntés gauche dans une cité en ruine, qui favorise en fait la défense. Surtout que les soviétiques contrôlent l'autre rive de la Volga, et ils alimentent tous les jours la 62e armée de Tchoukov en renfort. Et évidemment, dans cette bataille d'usure, les Allemands vont être défavorisés, tout simplement parce qu'ils sont loin de leur base de ravitaillement, que c'est difficile de ravitailler en fait la 6e armée et les armées roumaines, hongroises et italiennes qui protègent ses flancs, parce que évidemment la chaîne logistique, elle est un peu défaillante, quoi. Donc les Allemands sont perdants dans cette guerre d'usure. Et même si Hitler déclare au début novembre 1942, Hitler va déclarer que Stalingrad est prise, ce qui est évidemment faux. Elle a failli être prise, puisque la 62e armée de Tchoukov va vraiment défendre une sorte de précaré très étroit dans cette ville.
un peu comme, je veux dire, une vieille garde, quoi. Il s'avère que le 19 novembre 1942, les soviétiques vont lancer l'opération Uranus pour encercler la 6e armée dans Stalingrad. Et là, évidemment, les soviétiques attaquent les flancs de la 6e armée parce que ces flancs sont défendus par les armées italiennes, roumaines et hongroises. Et que les soviétiques savent très bien que ces armées italiennes, roumaines et hongroises sont sous-équipées et globalement moins motivées que les soldats allemands. Attention, l'armée italienne par exemple, bon, elle possède aussi des corps d'élite comme le corps alpin, qui est avec les 3 divisions alpines, qui sont des divisions de très bonne qualité. Mais malgré tout, les divisions des pays alliés à l'Allemagne sont totalement sous-équipées, et les soviétiques vont en profiter. Et donc la 6e armée va être encerclée. Il y a eu un débat pour savoir si elle devait sortir de Stalingrad, la 6e armée, ou rester. Paulus, le chef de la 6e armée, voulait sortir de Stalingrad, éviter l'encerclement, mais en fait, le maréchal du Reich, Hermann Göring, le chef de la Luftwaffe, va certifier à Hitler qu'il va pouvoir ravitailler par les airs la poche de Stalingrad. Il avait pu ravitailler les troupes allemandes encerclées dans la poche de Demiansk, début 1942, et Göring va se dire, bon, mais on va pouvoir ravitailler la 6e armée à Stalingrad par un pont aérien. Bon, mais Göring s'est totalement planté, c'était totalement utopique en fait de pouvoir ravitailler la 6e armée, tout simplement parce que les aéroports d'où devaient partir les avions étaient assez éloignés de Stalingrad, et que en hiver, la météo est désastreuse, et quand il fait pas beau, on peut pas ravitailler. Il fallait 500 tonnes par jour pour ravitailler en fait la 6e armée. Évidemment, cette quantité n'a jamais été atteinte. Et donc la 6e armée s'est affaiblie. Et le 2 février 1943, Paulus va capituler, il va se rendre aux autorités soviétiques, et va capituler, juste après d'ailleurs avoir été nommé maréchal par Hitler. Hitler va être très très déçu par l'attitude de Paulus. Il aurait pensé que Paulus se serait battu jusqu'à la mort et se serait suicidé. Ça n'a pas été le cas. Paulus va se rendre en fait aux soviétiques. Il va partir en captivité, et d'ailleurs il finira sa vie en RDA, en Allemagne de l'Est. Et donc la fin de la 6e armée, quelque part, promettait des lendemains funestes pour la Wehrmacht à l'Est, ce qui va être le cas. Ça va être la plus grande défaite allemande depuis le début de la guerre, même s'il y en a eu une avant, à El Alamein en Afrique en novembre 1942, où Rommel a été battu par les troupes anglaises de Montgomery, mais en termes de nombre de soldats, ça n'a rien à voir. Voilà, je vous remercie, à bientôt. Ah, j'oubliais quand même de vous parler quand même des bouquins que je conseille si vous voulez approfondir le sujet. Donc je vous ai parlé du bouquin de Philippe Masson, Histoire de l'arme allemande 1939-1945. Bon, c'est un peu vieux, mais moi je trouve ce bouquin toujours excellent. Il y a évidemment le livre de William Craig, Vaincre ou mourir à Stalingrad, qui a servi globalement de scénario à Jean-Jacques Hano lorsqu'il a tourné son film Stalingrad, qui est sorti en 2001, avec Jude Law, avec ses histoires de tireurs d'élite, ce qui est vrai d'ailleurs, puisque les soviétiques avaient des tireurs d'élite comme Valery Zaïtsev pour tuer les officiers allemands à Stalingrad. Vous avez le livre de l'historien anglais Anthony Beevor, Stalingrad, qui est toujours excellent, Anthony Beevor. Et puis, moi, je vous donne 2 autres livres que j'ai beaucoup aimés. Hitler face à Staline, le front de l'Est de 1941-1945, de Philippe Richardot. Bon, moi, je trouve que... moi, c'est le bouquin que je préfère sur le front de l'Est. Il y en a d'autres. Il y a le bouquin de Nicolas Bernard, qui est bien aussi. Mais moi, j'aime bien Hitler face à Staline de Richardot. Il est très synthétique, il est très bien. Et puis, si vous voulez vraiment rentrer très précisément dans la bataille de Stalingrad, il y a un livre de facture un peu universitaire, celui de Jean Lopez, Stalingrad, la bataille au bord du gouffre, qui est vraiment extrêmement complet sur la bataille de Stalingrad. Voilà, je vous remercie, à bientôt.